Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Marc. Bonjour Colin. Eh ben, ça y est, c'est un podcast qui commence déjà sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux. On vous le dit, on est sans filet, sans corde. Et moi sans casque. Et Marc est sans casque Ouais, cette semaine. Ouais. Marc est sans casque. Oh bah, ouais, il joue avec son micro Ouais, également. ouais. Et il est trop bas. Ouais, j'ai l'impression. Attends, je vais essayer de le. Voilà. Ouais. Oh, je suis un vrai technicien en fait. Ouais. Je l'ai remonté tout seul. Fais gaffe à ta bague en fait, parce que ça, Ah oui, tu crois que ça. ça tape un peu sur mes J'enlève ma bague de fiançailles. Parfait. Donc en plus, il est pas fiancé. On est vraiment très très bien. Cette semaine, les amis, on a plein de choses de prévues, pas mal d'anecdotes, pas mal d'histoires à vous raconter. Ça fait 2 semaines riches. 2 semaines très riches, 2 semaines très intenses de notre côté. On va retrouver le traditionnel. Oui, le traditionnel courrier des lecteurs. Courrier des lecteurs. À chaque fois ne marche jamais parce que c'est des auditeurs qu'il faudrait dire. Oui, mais bon. C'est pas grave, c'est des lecteurs avant voilà. tout. Voilà, on va avoir des petites anecdotes, des petits jeux. Ouais, comme d'habitude. Exactement. Je propose qu'on commence sans plus tarder. Sans plus tarder. Mon bon Marc, avec le courrier des lecteurs. Oui. Alors, c'est un courrier des lecteurs un peu particulier. Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu un message de ma grande sœur qui m'a dit de te dire que tu pouvais envoyer, ce qui n'a aucun sens. Oui, alors effectivement, ta grande sœur m'a écrit sur le compte Instagram de l'émission. Elle m'a écrit un message et du coup, je lui ai dit, trop bien. Moi, alors, je te dis ce que j'ai dit. Oui. Merci pour ton message qui me fait rire autant qu'il me remplit de honte. Ah. Donc déjà, ça te donne l'ambiance. Voilà. Et après, je lui demande, est-ce que je peux le diffuser, etc. Et voilà. Et là, elle m'a dit, passer par 4 chemins. Je ne peux pas répondre à Colin. Voilà. Parce que en fracture numérique, visiblement, mais voilà. Mais du coup, elle a quand même donné son accord. Oui. Pour que je lise ce message à toi et à nos auditoristes. Donc voilà, je te le lis. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses. Donc là, j'ai reçu ça hier à 20h34. Aujourd'hui, nous avons écouté votre 3e épisode. Oui, nous avons un peu de retard. Je vous laisserai expliquer à ton neveu ce que veut dire bandeur de Noël et le concept derrière Playboy. Merci de mon pote, voilà. Allez. Ouais, alors c'est très marrant parce qu'en venant chez toi pour enregistrer le podcast, je me suis fait, j'ai pas pensé à ce que pouvait être le message de ma grande sœur, mais je me suis dit c'est vrai qu'à un moment, c'est sûr, vu que mes neveux écoutent, il y a un moment où il va y avoir un truc de c'est quoi ça ? Ah mais oui. Voilà. Ah oui. Non, parce qu'effectivement, la petite doublette bandeur de Noël et Playboy, on est désolé. Hein. On peut pas dire ton prénom, mais vraiment, toutes mes excuses. Voilà, toutes nos excuses. Peut-être qu'ils sont 2. Hein. Nos auditeurs... je sais pas ce qu'elle a mis dans le message, elle a mis qu'il y en avait un des 2, mais... Elle a cité un prénom que je ne citerai pas, c'était un des 2. Le plus grand, je pense. Okay. J'espère sincèrement que c'est le plus grand. mais on présente nos excuses à nos auditeuristes les plus jeunes. Voilà. Et à... ce neveu. Et à ce neveu, bien sûr, à ce neveu en particulier. Voilà, donc ça c'était notre petit courrier des lecteurs. Ouais. Vas-y. Moi j'avais juste une autre petite chose, c'est que tu avais envoyé un message sur le Nurchi, groupe de conversation Nurchi du Floodcast. Absolument, j'allais y venir. Et les retours étaient trop sympas, trop mignons. Non, vous êtes vraiment hyper gentils. Ah ouais, c'était trop mignon. Ouais. Et effectivement, c'était mon point. J'allais y venir justement. Je voulais remercier les Floodcastaldi, on peut le dire. Exactement. C'est comme ça. Cet horrible nom, mais les auditeurs et auditorices du Floodcast qui ont pris le temps de nous écouter, qui ont pris le temps et qui ont eu l'air d'apprécier. Donc c'est cool, hyper cool pour nous. Et même là, le podcast, il commence à toucher du monde qu'on ne connaît pas personnellement. Ouais. Ce qui fait plaisir de ouf. Exactement. Parce qu'on savait pas si ça allait pouvoir faire plaisir aux gens, les gens qui nous connaissent. Déjà, on n'était pas sûr que ça fasse plaisir aux gens qui nous connaissent en fait. Ça. Donc, oui, c'était avant tout un plaisir personnel. Voilà, exactement. Donc là, en vrai, depuis une semaine ou 2, il y a quand même vraiment beaucoup plus de monde qui nous écoute. Donc ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, les amis. Sans plus tarder, ça enchaîne. Mais c'est un rythme. Ah oui, là, l'autoroute à 10. Ah ben, pied au plancher. Mettez votre ceinture, on est parti pour 2 heures. Le chauffeur va pas lever le pied sur le champignon, moi je vous le dis. Lever le pied sur le champignon. Appuyer le pied sur le champignon. Appuyer sur le pied sur le champignon, oui. Bon, en tout cas, le chauffeur... Il va rien faire avec des champignons. Voilà. Il a mis tous ses champignons dans un tube à l'arrière du véhicule. Il va rien faire avec ça. Non, il va rien faire. Parfait.
Non, en fait, pour contextualiser, du coup là c'est une petite séquence slash chronique. Ah oui, tu veux faire ta chronique anecdote. France Inter. Voilà, mais c'est pas une chronique en fait, c'est juste que à la base je voulais faire un quiz, mais il y avait pas assez de trucs pour faire un quiz. Ouais. Et en même temps, c'était quand même intéressant. Et du coup, je vais commencer par la petite anecdote, c'est que ce week-end, je suis allé au théâtre. Oh. Tout à fait. Une pièce pour enfants peut-être. Non. Pas spécialement. Enfin, c'était le Misanthrope de Molière, de coup. Et qui était, du coup, je suis allé le voir à la Cartoucherie, au théâtre de la Cartoucherie à Vincennes. Donc, c'est une pièce que je vous recommande d'ailleurs, qui était très très bien. Moi, j'avais jamais vu le Misanthrope de Molière. J'avais vu quelques autres trucs de Molière, mais je pense pas avoir vu ça. Et ça m'a beaucoup plu. Notamment parce que donc c'est une mise en scène assez moderne, donc voilà, c'est avec des acteurs qui sont pas du tout en costume, tu sais, genre d'époque et tout, mais quand même avec les textes de Molière. Et du coup, au début, ça commence sur une boîte de nuit et tout, t'es un peu genre waouh, c'est genre waouh, où est-ce qu'on va. Et en vrai, c'est vraiment. Et c'est avec le texte un peu original. C'est avec le texte original. C'est avec le texte original. Du coup, c'est marrant, il y a un peu un décalage. Ouais, un petit décalage. Parce que parfois, moi, c'est ce qui, enfin, je te coupe, mais parfois c'est ce qui me sortait dans les pièces un peu classique comme ça, c'est que je ne comprends pas ce français-là. Oui. Alors oui, je ne comprends pas. Il y a clairement des moments où il faut remettre les mots dans l'ordre et, oui, c'est ça. Tu te concentres énormément pour comprendre du français. Il y a des longueurs et où des tirades où vraiment ils vont vite et t'es là genre oh, putain j'ai rien compris. Ouais. Donc je vais pas vous mentir, moi il y a eu un moment au milieu où genre j'étais là bon je sais plus ce qui se passe mais. Et c'est pas 3 heures? Non, il dure 1h55 quand même. Mais non, bah, enfin, franchement, il y a, je te dis, les 3/4 où c'est très bien. Et justement, moi, ce qui m'a plu dans cette pièce, le mec fait une critique de Molière genre 400 ans après sa mort. Non, mais non, ce qui m'a plu, en vrai, c'est juste que j'étais un peu surpris. Je me suis dit, putain, mais c'est fou que Molière, dans le Misanthrope, donc le Misanthrope, en gros, en très très gros, c'est un gars qui déteste le monde entier, quoi, enfin les humains en général, et qui a envie de partir s'exiler, etc. et tout. Et il y a d'autres personnages qui l'adorent ou qui l'aiment carrément, et qui vont lui faire comprendre que non, mais faut qu'il fasse un effort, il faut pas qu'il dise précisément ce qu'il pense, parce qu'en gros, le misanthrope, il dit ce qu'il pense vraiment aux gens de manière très honnête, etc. C'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier. C'est un peu, franchement, c'est Bakri. Tu vois, c'est Bakri. Franchement, c'est Bakri, tu vois. Et du coup, voilà. Et donc, bref, en fait, dans cette pièce, ça parle donc de ça. Et plus largement, ça parle de ta relation avec ta conjoint ou conjointe, ta relation à la jalousie, ta relation au paraître, tu vois. En fait, je pense que c'est pas un hasard si ça se passe dans une boîte de nuit, parce qu'il y a un côté genre, ça se passe pas que dans une boîte de nuit, mais au début ça se passe là-dedans, et il y a un côté genre très dans le superficiel, etc. Et t'as des personnages qui vont défendre le côté c'est le superficiel, ça a du sens aussi, et voilà. Enfin bref, en tout cas j'ai trouvé ça trop intéressant le fait que le mec il a écrit ça il y a 350 ans, quoi. Et c'est toujours joué, ce qui est fou en vrai. Enfin, il y a quand même très peu d'œuvres, tout genre confondu, qui tiennent sur ce temps-là. Et en particulier, je pense, dans le spectacle vivant, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc c'est toujours joué. Et c'est toujours assez pertinent. Alors même si, effectivement, je trouve que les textes rendent le truc un peu dur. Enfin, dur, un peu clivant. Enfin, c'est excluant. Voilà, excluant. Exactement. Ouais, c'est un peu excluant. Moi, je suis allé plusieurs fois au théâtre, et c'est vrai que le classique me fait la sensation de comme si j'avais pas les codes pour comprendre. Alors que j'aime bien le théâtre, mais le théâtre classique, j'avoue, j'ai un peu plus de mal à cause de ça, quoi. Moi aussi, je suis pas un énorme fan et tout, mais tu vois, ça rigole dans la salle. Enfin, tu sais, c'est quand même fou. Tu te dis, le mec, il a écrit cette blague il y a 350 ans, ça rigole dans la salle, quoi. C'est vrai que c'est fort. Et donc, je me suis dit, mais bon, il était pas tout seul à faire du théâtre à l'époque. Tu vois, c'était pas tout seul à être un grand acteur, un grand auteur, un grand dramaturge, je sais pas quoi. Et donc je me suis dit, mais comment ça se fait que Molière a percé, tu vois. En gros, c'est ça. Et donc là débute ma chronique slash quiz. Donc il y aura des petites questions, et il y aura des fois pas des questions, juste des fun facts. Parce que du coup j'ai lu son Wikipédia pas en entier, parce qu'il est immensément long, mais j'ai lu genre la moitié. Et j'ai également vu une vidéo du Monde
qui s'appelle Molière. En gros, c'est à peu près le sujet de cette chronique. Je crois qu'elle est sous-titrée genre Roi du buzz, tu vois. En gros, comment ça se fait. En gros, la question c'est, ça dure 10 minutes et c'est comment ça se fait que Molière a autant marché à l'époque et ensuite. Quoi. Et donc, je te propose de découvrir la vie de Molière, si tu ne la connais pas. De Jean-Sébastien. Non, pas loin. C'est Jean-François. Non. Jeff. Non. Jean quelque chose. Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin, et d'ailleurs c'est ma première question. Donc il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, il est né en 1722 à Paris. Et du coup, il s'appelait. À ton avis, pourquoi il s'appelait Jean-Baptiste ? Est-ce que c'est parce que. Alors, j'ai deux petites propositions. Ok. Est-ce que c'est parce que son père s'appelait Jean, son grand-père s'appelait aussi Jean, et du coup il s'est appelé Jean aussi, mais il a eu un petit frère ensuite qu'ils ont appelé Jean, et du coup vu qu'il avait un petit frère qui s'appelait Jean, ils ont dit bon bah toi tu t'appelles désormais Jean-Baptiste. Plutôt que de appeler Jean-Baptiste le deuxième. Voilà. Okay. Ou deuxième proposition, parce que le père de donc Jean-Baptiste Poquelin, Molière, aimait le surnom JB qui était courant à l'époque, et il a hésité avec Jean Benoist, enfin Jean Benoît. Vas-y, je dis la deuxième. Non, c'est la première, évidemment. C'est la première. Et t'as dit sur Benoist, je me suis dit, ça se trouve, il y a un. Oui, je me suis dit, je vais le miser sur le Benoist. Non, effectivement, c'est fou que, genre, t'as un petit frère, on lui donne ton prénom à toi, et tu perds ton prénom. Ouais, on te change ton prénom, c'est fou de faire ça. Bon, bref, voilà, donc une autre époque, clairement. Alors, j'ai noté ensuite, en lisant Wikipédia, j'ai noté qu'il n'était pas spécialement riche à la base. Ok. Ses parents, ils étaient commerçants, etc. Et donc, ils sont pas d'un milieu noble. Plot twist, en regardant la vidéo du Monde, si totalement. Donc Wikipédia est faux, Wikipédia. Quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, effectivement, ses parents étaient marchands. Son père était tapissier, mais il était tapissier au roi. Il était le valet de chambre du roi. Oui, fait. Donc petit statut. Donc petit statut, etc. Et en fait, Molière, dès ses 15 ans, il va déjà un peu à la cour, etc. Enfin, c'est pas un milieu qu'il fréquente fréquemment, mais en tout cas, il a déjà été dans ce truc-là. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais à côté de Châtelet-Les-Halles, il y a il y a l'appartement où est né Molière, qui est vraiment à la sortie du métro Châtelet-Les-Halles, vraiment au cœur de Paris. Et c'est là aussi où ils avaient leur commerce. Tu transformes en Stéphane Bern là. Ah mais de ouf. Non, mais parce que moi je suis passé plusieurs fois devant et tout, et j'étais là, c'est fou quand même. On habite à Paris et il y a le truc. Bref. Donc voilà, ça c'est le premier fun fact. Deuxième fun fact, il a connu personnellement Cyrano de Bergerac. Le gars de la pièce de théâtre, il s'est inspiré d'un gars réel. Ce gars réel, Molière l'a connu. C'est pas trop bizarre que genre Molière, l'auteur de théâtre, il est connu personnellement. Un personnage de théâtre qui est hyper connu aussi. Mais voilà, déjà moi j'ai mis qui a inspiré Edmond Rostand, etc. quoi. C'est trop bizarre. Enfin, bon. C'est trop bizarre. Donc, déjà, faut savoir. Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre que Cyrano de Bergerac n'était pas que un personnage. Non, c'était un vrai gars. Donc, il grandit, machin, il fait ses études. C'est là où il croise apparemment Cyrano de Bergerac. Il monte sa troupe avec la famille Béjart, qui aura une importance par la suite, dans un truc qui s'appelle l'Illustre Théâtre. Mais ça marche assez moyennement, tellement moyennement qu'en fait, il s'endette et il est emprisonné pour genre endettement, quoi. Ah oui, il est emprisonné pour ça. En 1644, donc genre vers 20 ans, quoi, il choisit le nom Molière. À ton avis, pourquoi ? Ah putain, génial ça. À ton avis, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que Louis Mollier était son prof de danse et du coup, voilà, c'était un proche à lui, et voilà. Ou est-ce que c'est parce que c'était coutume d'avoir un nom de plante, genre Racine par exemple, et donc Lierre, Molière, ou alors est-ce qu'on n'en sait rien et il a jamais voulu rien dire à ce sujet, même ses meilleurs potes ne savaient pas. Bon, j'y crois vraiment pas la deuxième. Avec Racine et tout là. Ouais. Ça se trouve c'est la bonne, mais j'y crois pas. Non, je dirais la troisième. Alors effectivement, on n'en sait rien. Après, les deux premières, en vrai, elles ont été trouvées. C'est pas exactement, mais c'est genre des théories. On pense que. Et c'était pas son prof de danse, c'était juste un danseur. Et je sais pas quoi, qui faisait du théâtre, enfin bref. Donc voilà. En 1646, il quitte Paris et il va faire une tournée en province
qui va durer, à ton avis, 2 ans, 10 jours, parce que ça se passe très mal, ou 12 ans. Voilà, je sens le 12 ans. Effectivement, ça dure 12 ans. Et donc là, il tourne dans le sud de la France, à Montpellier, Avignon, etc., etc. Et on peut se demander, mais pourquoi il perce ? Parce que là, à ce moment-là, il n'a pas vraiment de thunes, il n'est pas non plus hyper successful, etc. Il joue pas auprès de... En gros, il se retrouve à percer d'abord parce qu'il commence à jouer pour un comte, puis pour un prince, le prince de Conti, qui à ce moment-là est genre la troisième figure politique la plus importante du royaume. Et il va revenir à Paris. En gros, il va devoir se retrouver à jouer pour le roi, etc. Des pièces qu'il a même pas vraiment écrites. En fait, c'est des farces qu'il a même pas écrites sur papier, tu vois, qui nous sont même pas parvenues, mais qui marchent de ouf. Et donc, il va jouer pour le roi, etc. Et le premier gros buzz, on peut parler de gros buzz, c'est les Précieuses ridicules. D'accord. Et apparemment, à l'époque, les gens disent que en fait, des gens viennent de 100 km à la ronde pour le voir à Paris. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Déjà, en vrai, maintenant, qui fait 100 bornes pour aller voir une pièce de théâtre ? Pas grand monde. 100 bornes. Je sais pas. Peut-être quand t'habites pas à Paris, tu vois. Oui, voilà, il y a des gens qui viennent à Paris pour... Bon, en tout cas, je trouve ça déjà beaucoup. Oui, non, c'est énorme. Je trouve que c'est un vrai effort, tu vois. Mais là, à l'époque, c'est vraiment un gros truc. Il se fait pomper son taf de partout. Plagier, tout ça, quoi. Voilà, exactement. Et on a encore le texte là de sa première pièce. Alors les Précieuses ridicules, oui, ça nous est parvenu parce que en fait il se faisait pomper son taf et du coup il a fait bon, allez, nique sa mère, je l'écris et comme ça c'est à moi. Donc là effectivement oui, mais il y a plein de farces qui ne sont pas du tout parvenues. Et autre fun fact, il est devenu valet de chambre du roi. Même genre à la gloire, à sa gloire totale, etc. Il était encore valet de chambre, ce qui signifie qu'il devait être au réveil du roi tous les matins pendant un trimestre par an. Un trimestre par an, il se réveillait avec le roi, quoi. Bref, donc je trouve ça très bizarre. Vers ça. Il invente la comédie-ballet, qui est genre un truc nouveau, quoi. Un mélange entre le ballet et la comédie. Voilà. D'ailleurs, fun fact, La Fontaine, le poète, va adorer son travail et du coup, genre, il parle de lui, mais il dit c'est mon homme. Genre, vraiment. Mais ils sont la même époque ? Ouais, même époque. En fait, j'adore. Et ils sont potes ou pas ? Ils sont pas potes, mais La Fontaine l'a déjà vu jouer et il l'adore. C'est trop drôle ça. Ouais. En fait, j'adore quand t'as plein de personnalités de différents mondes et tu te rends compte qu'en fait ils sont contemporains. Surtout avec autant de aussi vieux, parce qu'on a tellement pas la notion de savoir si c'est la même époque ou si c'est genre un cycle de différence. Et non, mais en plus là, du coup, La Fontaine, il parle de lui dans des lettres, etc. Je te passe quelques détails et tout, mais il se marie avec une fille qui s'appelle Armande, qui est, alors selon ses détracteurs, soit la sœur, soit la fille de Madeleine Béjart, avec qui il a fondé la troupe. Donc ils ont un gros écart d'âge, et il va avoir 4 enfants avec cette personne. En vrai, il en aura que 2. Son premier enfant, c'est juste son parrain, c'est juste Louis XIV. Donc déjà. Donc genre son premier enfant, l'aîné. Le premier enfant de Molière, son parrain c'est Louis XIV. Donc déjà stylé, quoi. Mais malheureusement il décède genre au bout d'un mois, donc voilà, c'est très courte durée. Mais bon, en gros, en vrai, il aura genre 1 ou 2 enfants qui vont pas vivre très longtemps et voilà, donc c'est pas fou. C'est à l'époque. Et beaucoup de ses détracteurs d'ailleurs se foutent de sa gueule à Molière parce que Armande est connue pour se faire courtiser par vraiment beaucoup de monde. Et d'ailleurs il y a un mec à l'époque qui parle de Molière dans la biographie de Molière. Il dit: si vous voulez savoir pourquoi presque dans toutes ses pièces il raille tant les cocus et dépeint si naturellement les jaloux, c'est qu'il est du nombre de ces derniers. C'est un clash. Ouais, c'est un clash. Mais pourtant, il écrit sa bio. Enfin bref, c'est très bizarre. Mais du coup, en gros, visiblement, il en avait gros et il était très jaloux. Et pourtant, il est resté avec cette personne, etc. Donc voilà. Et donc, bon, j'ai pas fait toute sa biographie, donc ça s'arrête à peu près là. Mais je vous invite à voir vraiment la vidéo du Monde qui dure une dizaine de minutes. De Molière qui fait le buzz. De Molière qui fait le buzz sur pourquoi c'est un génie du marketing, en gros. Et il y a des trucs très marrants de lui qui écrit une pièce et ensuite elle marche moyen, du coup il écrit une autre pièce qui s'appelle critique de cette pièce là
Et c'est un énorme succès. Ouais, et c'est un énorme succès. Et du coup, il y a d'autres gens qui vont commencer à écrire des critiques de sa première pièce. Et enfin, en fait, il va faire que ça. Il va payer des journaux, des gazettes, pour qu'ils fassent des critiques de ses pièces. Juste pour qu'on parle de lui, tu vois. Ah, mais trop fort. Et pareil, le fait qu'on lui vole son taf, etc. En vrai, ça l'arrangeait plutôt. En vrai, ça l'arrangeait parce qu'on parlait de lui, quoi. Voilà, exactement. Et enfin bref, il y a plein de petites anecdotes comme ça sur la vie de Molière. Incroyable. Et en gros, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il a percé très très fort. Okay. C'est que lui, il a déjà en son temps fait beaucoup d'efforts pour se faire connaître et se faire connaître auprès des plus grands. Et ensuite, il était il avait un génie littéraire incontestable, tu vois. Mais du coup, il était très apprécié par l'élite intellectuelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça s'est perduré ensuite par des Victor Hugo qui parlent de lui, par des Stendhal qui parlent de lui, etc., etc., etc. Puis on parle de langue de Molière, du coup, ça reste. Voilà, exactement. Trop fort, trop Donc, fort. Voilà, c'était ma petite chronique Molière. J'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou, voilà, que ce mec-là. Non, en plus, moi, j'aime trop apprendre ce genre de petites choses. Voilà. Donc, j'espère que j'ai donné des petits bonbons de culture générale, voilà, à nos auditeuristes, bien sûr, qui en manquent cruellement. Oui. Voilà, je voulais vous le dire. On le sait. Ah oui, oh là là. Vous manquez de bonbons. Vous manquez de culture, c'est terrible. Marc ? Ouais, j'avais une petite anecdote à partager. À te raconter. Il y a 3, donc il y a une pote que je vois à peu près tous les 4-5 mois. Et il y a du coup 3 mois, elle m'avait invité on devait se voir un soir et elle me dit normalement le soir on se voit, je fais des séances de méditation, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et je lui avais dit vas-y, moi je suis toujours chaud à découvrir quelque chose, j'ai jamais fait de méditation, donc j'étais chaud. Et elle me dit par contre c'est un peu particulier parce que c'est 45 minutes. Ah oui. Donc un peu long, tu vois. Ah oui, t'as le temps de te faire chier, ouais. Voilà. Et donc la première fois j'y suis allé un peu avec une appréhension de me dire j'espère que je vais pas juste m'ennuyer, quoi. Bah ouais. Et donc j'y suis allé et en fait tout s'est super bien passé. Donc j'ai pas réussi du tout à méditer, tu vois, j'avais plein d'infos mais plein de choses qui se passaient dans ma tête. Mais ça fait partie du truc, je crois. Mais tu sais, normalement il faut que tu les laisses un peu partir et moi j'y pensais vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'était plutôt agréable, si ce n'est que j'ai eu... Et du coup, c'est une salle où vous êtes plein... Du coup, c'est une salle rectangulaire où il y a 2 lignes de personnes qui sont face à face, tu vois. Oh, waouh, face à face ? Ouais, mais genre à 2 ou 3 mètres. Ouais, tu vois. Okay. Et t'as un petit tapis, tu mets un petit coussin sous tes fesses et tu te mets en tailleur. Et tu restes pendant 45 minutes. Et il y a un gars qui dit au tout début, il disait des petites phrases, mais de méditation basique, genre... vous sentez prendre racine dans le sol, tu vois, qui t'aide un peu à rentrer dans le mood, quoi. Ouais, carrément. Et donc je crois que la méditation, il s'appelle ça le zen assis, et donc c'est genre de la tradition bouddhiste, quoi. Ouais, ok. Donc j'y vais une première fois, je me dis c'est cool, ça s'est bien passé. Bon voilà, mis à part le fait que au bout de 30 minutes, 35 minutes en tailleur, j'avais des fourmis dans les jambes, ce qui était horrible. Ah oui, c'est intenable. C'était intenable. Je vois... donc, c'était plutôt cool. En vrai, j'avais eu plutôt une bonne expérience et je m'étais dit... à la fin, je me dis, vas-y, la prochaine fois qu'on se voit, on refait ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a fait 45 minutes, mais les gens qui étaient, ils faisaient 3 fois 45 minutes. Eux, c'est des... Mais c'est des maboules. Eux, leur journée, c'est en 35 heures méditation, quoi. Ils font plus de méditation que d'autres trucs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de pensée parasite, c'est parce qu'ils n'ont rien à penser. Ils ont rien dans la tête. Genre, dès qu'ils pensent, ils pensent au cours de méditation d'avant. Oui, c'est ça. Et du coup, je me dis, vas-y, on se voit la semaine dernière et on se dit, on refait une séance, quoi. Ah oui, d'accord. Sauf qu'on se rejoignait un peu plus tard que la fois dernière. Donc on se dit, on va intégrer la deuxième. Tu vois, genre la deuxième session. Et donc on arrive au bout de la deuxième session, on se met, donc les gens ils ont déjà fait 45 minutes et tout, je me mets en méditation et là genre c'était trop cool parce que au bout de 20 minutes je commence à avoir des trucs des moments où je pense vraiment à rien. Ah ouais, pas mal. Tu vois. Et donc j'étais trop, mais genre ça dure
2 secondes, quoi, et après ça repart et tout, mais j'étais hyper content, quoi. Ah oui, progression de ouf. Et au bout de je sais pas, une demi-heure, j'entends un bruit en mode, tu vois, je sais pas si ça va s'entendre, mais en gros un bruit de bois, tu vois, un bruit de bois, tu vois, un coup de bois, quoi. Genre ça toque à la porte. Un peu comme si ça toquait à la porte, quoi. Ouais. Et en fait, ça me dérange pas plus que ça parce que dans l'habitation, il y a une espèce de bol tibétain. Ah, j'adore les bols tibétains. Qui frappe au début. Ça, les bols tibétains. Ouais. Qui frappe au début, donc je me dis, bon, bah, ça doit être dans le délire, quoi. Ok. Et c'était un contrôle de police, en réalité. Des centres de police. On va saisir tous vos matelas gonflables. Enfin, matelas gonflables, ils ont pas le matelas gonflable, je suis con. Des coussins, là. Ouais, les coussins, là. Non, et j'entends, 3 minutes plus tard, j'entends le même bruit, mais vraiment beaucoup plus proche de moi. Ok. Et en fait, j'ouvre les yeux, et là, je vois une scène, mais je me dis, mais... Une scène de baston. C'est n'importe quoi. Bah, pas loin. Qu'est-ce que c'est ? Je vois le gars qui gérait la méditation avoir un grand bâton en bois. Ok. Une meuf qui méditait, qui était genre qui s'était prostrée, tu vois, donc qui avait genre le ventre contre le sol et qui recevait 2 coups de bâton. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ma pote, elle était en face de moi, tu vois. Et en gros, ma pote était en face de moi et la personne qui se faisait frapper, elle était juste à côté de ma pote. Donc attends, ta pote, elle a une meuf allongée à côté d'elle qui prend des grands coups de bâton là ? Qui prend 2 grands coups de bâton. Et attends, les coups de bâton, c'est des vrais coups de bâton ? Bah franchement, ça avait l'air, hein, et ça faisait un bruit de ouf, quoi, tu vois. Ah ouais. Ça faisait un bruit un peu sourd, tu vois. Et je regarde ma pote et franchement, ma pote, elle voit juste mon visage qui est en mode What the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je regarde ma pote. Là, on est à 2 doigts d'exploser de rire. Bah oui. Parce qu'on se dit, évidemment. Ou alors, on va lui venir en aide. Qu'est-ce qui se passe et tout. Puis après, peut-être que le prof de yoga, il sait se battre. C'est ça le problème aussi. Et puis il a un bâton, pas vous. Bah oui. Et moi, je me suis dit, donc, je me dis, ok, je sais pas, ça doit être un rite bizarre. Ça doit tu peux pas tout faire passer sur le dos de la méditation là. Et donc, je me dis, vas-y, j'essaye de rentrer en méditation, sauf que impossible. Ah oui. Et en fait, j'avais plus qu'une seule peur, c'est qu'il se pointe devant moi et qu'il essaie de me faire un coup de bâton. Allez, je pars. Du coup, t'oses plus fermer les yeux. Du coup, j'ose plus fermer les yeux. Je me dis, qu'est-ce que je fais si Non mais attends, c'est lunaire. Il y a personne cause. Pourquoi elle est par terre, la meuf là? Et genre, mais en gros, les gens ils sont en tailleur, ils s'abaissent, tu vois. Tu vois, ils sont en tailleur, ils s'abaissent et le mec frappe son dos. Elle est pas ventre au sol. Non, mais tu vois, genre elle est en tailleur et du coup son ventre il touche. Enfin, tu vois, c'est pour. Tu comprends. Ouais, je vois. Ok. Et en fait, en ouvrant les yeux, je me rends compte que c'est les personnes qui se mettent au sol. Ouais. Et après, lui, il vient devant les personnes qui se mettent au sol et il les frappe, quoi. Mais c'est peut-être elle s'endort, mais c'est pour les réveiller. Et du coup, moi, je me dis, au début, j'avais pas vu ça. Du coup, je me disais, mais comment je fais s'il vient sur moi ? Est-ce que je chope le bâton ? Tu vois ? Tu chopes le bâton main gauche, reprise main droite. Donc forcément, bon, j'arrive plus du tout à méditer. On sort de la séance de méditation avec ma pote. Mais les gens, ils ont payé pour ça. Non, c'est gratos. C'est gratos. Ah, ok, nice. Parce que pour prendre des coups de bâton, c'est un peu dur. En fait, c'est à participation libre. Mais vu que moi et ma pote, on est des gros rats, on paye jamais. C'est les deux fois, on peut jouer. Et du coup, on sort. Et en fait, vraiment, la meuf qui s'était frappée à côté de ma pote, c'était une mamie de 80 piges. Il a pété une vertèbre. Et on se regarde et on fait, mais à quoi on vient d'assister et tout. Et en fait, ma pote, ça fait longtemps qu'elle a fait la méditation dans ce lieu-là. Mais c'était la première fois qu'elle assistait à la deuxième session. Tu vois, elle a toujours assisté à la première session qui était normale, quoi. Donc forcément, après, on dit en mode, c'est quoi la troisième session ? Avec des chaînes. Avec des chaînes, ça part des chaînes en BDSM. On t'attache au mur, enfin, un délire. Ok, waouh. Ouais, et alors après, j'ai fait des recherches le lendemain, parce que je me suis dit, non, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre et tout. Peut-être un petit avis Google sur ça. Alors, bonne séance, malgré le fait que j'ai pris des grands coups de latte dans le dos. Je me suis juste allongé parce que j'étais fatigué. Je voulais m'étirer. Et bam.
Ah, il m'a pris de court. Et non, et je sais pas, mais enfin, c'était des justifications un peu nulles. C'était genre sur le truc un peu bouddhiste et tout. Oui. C'était genre en mode quand tu commences à t'endormir et tout pour retonifier ton corps pour pas que tu sombres genre dans le fait de dormir, quoi, dans le sommeil. 2 coups de bâton pour te remettre dans la méditation, quoi. Mais c'est n'importe quoi, tu vois. Bah, c'est... Ouais. Non, mais à la limite, t'es pas obligé de mettre des coups de bâton. Tu peux juste tapoter. Non, mais oui, grave. Faire une petite caresse avec le bâton. Ah non, mais j'étais là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Attends, et le prof de yoga, il a genre un kimono? Ouais. Et gros, il s'est juste trompé de cours. C'est pas. Non, mais le yoga, il a un kimono, genre. Il a un kimono en bâton, c'est juste qu'il fait du karaté, en fait. C'est pas du tout. C'est trompé de cours. C'est juste trompé de cours. C'est pas des super adversaires, ils sont tous par terre, quoi. Mais par contre, enfin. Genre, bon, il y a cette histoire-là qui était un peu drôle parce que, genre. Enfin, c'est un peu what the fuck de voir. Ouais. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Ma pote, elle, dès le premier coup, moi j'avais continué à fermer les yeux, mais dès le premier coup, ma pote, elle a ouvert les yeux. Et dès le premier coup, ma pote, elle a vu ce qui se passait. Et il y a personne qui est intervenu. Et en fait, le gars, il s'est dirigé vers moi. Et ma pote, elle a eu trop peur. Parce que moi, du coup, à ce moment-là, je savais pas. Je savais pas ce qui se passait. J'avais les yeux fermés. Et elle s'est dit en mode. Bah, ça y est, je vais vers mon pote. S'il commence à. Il m'a mis le bâton dans la bouche. Le bâton. Tu vois, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Parce que, genre, s'il commence à frapper mon pote, genre, qu'est-ce que je fais, quoi? Non, mais c'est trop bizarre. Ah, c'est trop chelou. Ouais, c'était hyper chelou. Ok. C'était hyper chelou. Mais en même temps, c'est trop bizarre parce que t'as à la fois eu un instant de méditation très cool et tu progresses. Et à côté de moi, il y avait des gens qui se faisaient frapper. Et il y a des gens qui prennent des gros coups de latte. C'est donc ça qu'il faut. Ah, mais c'est trop chaud. Voilà. Mais en vrai, après, bon, voilà, ça c'était marrant un peu de raconter ça, mais après, il y avait aussi le côté que je trouvais cool de la méditation. Ah oui. Qui est. Enfin, moi, que j'avais jamais trop fait, ou si j'avais essayé de le faire, genre, j'avais jamais réussi. Ouais. T'avais essayé les trucs genre petit bambou, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'avais jamais trop. Toi, t'as essayé un peu J'ai essayé. Ouais, j'avais essayé 2 trucs. J'avais essayé petit bambou, mais c'était il y a longtemps. C'était genre en 2019, je pense. Mais enfin, pas de manière très assidue, quoi. Ouais. J'avais dû faire peut-être une semaine ou un truc comme ça. Ouais. Tu sais, c'est difficile d'en percevoir les effets. Et du coup, j'avais pas forcément accroché. Enfin, je sais pas, j'étais peut-être pas forcément dans les bonnes dispositions non plus. Enfin, je sais pas. Mais en soi, je passais plutôt un moment agréable, tu vois. Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans la première session, c'est l'après. En fait, l'après, j'étais très calme et surtout dans nos, espèce de vie de cliché, mais genre dans nos vies parisiennes hyper où on fait tout le temps des choses et tout. Enfin, en tout cas, en tout cas des environnements souvent assez bruyants. Bruyants où t'es beaucoup sollicité, voilà. Ouais. Le fait d'avoir 45 minutes où t'es dans le noir, où il se passe rien. T'es dans le noir en plus. Bah, t'es dans semi-obscurité. Apaisé, quoi. Enfin, apaisé. Oui, tamisé, pardon. Tamisé, ouais, c'est ça. Et on est ressorti la première fois il y a 3 mois quand on est ressorti. C'était trop marrant parce qu'on est ressortis tous les deux. C'est dans le 6e arrondissement et on était nous hyper calmes alors que genre à côté c'était n'importe quoi. C'était pas loin de ça, c'est ça. Et on est allé dans une pizzeria après. Et c'est une pizzeria vraiment en mode kebab, quoi. Tu vois, genre c'était la Pizza Pino à Montparnasse. Franchement, j'ai aucun souvenir du nom, mais peut-être. Et bref, c'était juste pour raconter un peu le mood dans lequel on était. On se dit, on va se prendre une pizza pour 2. Et on regarde la carte des pizzas. Et on était hyper calme, c'est-à-dire, moi, je choisirais bien celle-là. Puis on me dit, non, moi, je suis pas trop viande. Et le gars qui était à côté, il se marrait trop parce qu'il était en mode, mais vous avez pris quoi, les gars, genre les 2 défoncés. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'avais beaucoup aimé l'après de un peu genre de calme, ce qui m'arrive pas souvent, quoi. Et ça par contre, j'aimerais bien continuer à avoir ces séances là parce que c'est quand même des séances qui étaient enfin pas avec les coups de bâton du coup, mais des séances qui étaient cool, quoi. Mais c'est vrai que moi j'avais fait ça, j'avais testé aussi Headspace qui était une autre appli pour pareil faire un peu de méditation, quoi. Mais en fait moi je m'étais plus mis à faire alors c'est même pas vraiment la méditation, tu vois, mais c'est des trucs genre en fait tu prends 5 minutes dans ta journée à n'importe quel moment, tu vois, mais juste tu pars 5 minutes et tu fais rien d'autre que juste respirer, tu vois. Pas de musique, pas de podcast. En vrai des fois je mets avec des podcasts, tu vois, mais pas de musique.
Juste tu t'assois et tu respires, tu peux fermer les yeux ou pas, etc. En fermant les yeux, c'est pas mal aussi. Mais mec, en vrai, 5 minutes, c'est abusé l'effet que ça a en termes de, tu vois, de gestion du stress, etc. Moi qui suis un peu d'un naturel anxieux, ça peut, ça aide vachement. Et pour le coup, j'avoue que je le fais pas du tout de manière quotidienne, quoi. Mais ça peut m'arriver, je pense, une fois par semaine, tu vois, de faire des bails comme ça. Et en vrai, c'est pas vraiment de la méditation, mais ça a un peu cet effet-là, ce côté genre... alors effectivement, par contre, dans les périodes de gros stress, en fait, pendant tes 5 minutes, tu vas penser à... Voilà. Mais en fait, limite, tu vois, moi, la première fois que je l'avais fait, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était... j'ai tendance à beaucoup fantasmer mon futur. Okay. Tu sais, genre m'imaginer des situations qui pourraient arriver, ça. Mais je pense rarement à ce qui se passe présentement dans ma vie. Dans l'instant présent, etc. En gros, quand je fantasme mon futur, c'est forcément des trucs qui m'arrivent, qui pourraient m'arriver. Enfin, voilà. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que durant ces 45 minutes-là, j'avais beaucoup pensé, pour une fois, à mon présent. Tu vois, à regarder ce qui se passait dans ma vie et tout. Et réfléchir à, tu vois, ce qui se passait, sur quoi j'étais content, enfin, voilà. Et même si j'étais pas rentré dans ce truc-là de pas penser, tu vois, de pleine conscience en méditation et tout, enfin voilà, on s'en fout. C'était cool d'avoir ce moment-là où pour une fois je prenais du temps pour penser à ce qui se passait, quoi. Et rien que pour ça, j'avais un peu envie de continuer quand même, quoi. Ah oui, non, mais en vrai, tu vois, c'est pareil, c'est le genre de truc, quand je dis j'aimerais bien m'y mettre, etc., j'aimerais trop arriver à m'appliquer cette je sais pas comment dire, ce rythme de vie là, tu vois, se dire ok, en fait, tous les matins je prends 10 minutes, mais en fait le matin, en fait, je me rendors en vérité, tu vois. Genre, le matin, prendre 10 minutes, j'ai la flemme de me lever plus tôt pour ça. Et je me rendors en fait. Et juste 45 minutes, ça paraît hyper long, mais la première fois, c'est passé hyper vite. Genre, j'ai pas vu le temps passer, vraiment pas. Ah ouais. Vraiment en même temps, pas. tu fais un truc nouveau, tu vois. Mais c'est vrai que 45 minutes. Ouais, mais en même temps, ça me faisait. Enfin, tu vois, la première fois que j'y suis allé, j'avais un peu un côté vertigineux. Tu sais, je me disais. 45 minutes. J'ai peur de me faire chier. J'ai peur pas de me faire chier, mais de penser à des trucs où je suis, tu sais, genre, pas forcément des angoisses, mais voilà, des angoisses et où je suis tout seul là-dedans. Ouais, du coup, tu peux pas trouver une distraction pour te sortir de ça. Ouais, voilà, et puis en plus, tu peux pas sortir parce que t'es en mode, c'est le silence total. Je pourrais sortir, mais. Tu vas pas déranger les autres. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'angoissait un petit peu. Et en fait, c'était vraiment trop cool, quoi. Bah, ça me fait penser à. Je sais pas si t'as vu sur Netflix, il y a. C'est des mini-films, ça doit durer peut-être que celui-là il dure genre 30 minutes, mais je me rappelle plus. Alors attends, c'est oui, voilà, c'est ça. Je suis en train de chercher le nom en même temps. Voilà, l'histoire merveilleuse de Henry Sugar, qui est issue d'une nouvelle de Roald Dahl, et qui a été adaptée en court-métrage globalement. D'accord. Par un certain Wes Anderson. Génial. Qu'on apprécie. C'est sur Netflix. Et d'ailleurs, et c'est nouveau, genre? Ouais, ça a quelques mois. Ah, ok. Parce qu'il a fait un film il y a pas si longtemps. Non, ça dure. Peut-être ça dure 25 minutes, 30 minutes, je sais pas. Et c'est trop cool. Et c'est sur, du coup, ce Henry Sugar là, où en gros, je sais plus exactement comment ça se passe, mais en gros, c'est un gars qui va découvrir la méditation, entre guillemets, parce que, en fait, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit en fait moi j'arrive à voir à travers les choses et donc c'est ça mon pouvoir, quoi. Et donc ils lui mettent tu vois, du plâtre, ils lui mettent plein de trucs sur les yeux, ça en devient assez rigolo, et il arrive à voir à travers et il dit mon secret c'est ça, et du coup c'est le fait en vrai c'est méditer, quoi. C'est complètement médité, et donc en fait ça parle beaucoup de ça, de méditation, et en vrai c'est très drôle, et c'est sur donc ce Henry Sugar qui va passer genre 20 ans de sa vie à réussir à acquérir genre 3 minutes de conscience où il va pouvoir voir à travers les choses, quoi. Donc, très fun. Et il y a d'autres courts-métrages de Wes Anderson qui sont sur adaptés de nouvelles de Roald Dahl, qui sont aussi très cool, qui durent moins de temps que ça, et enfin bon, trop cool. Et voilà, donc petite reco. Carrément. Petite reco. Mais dans la méditation, moi j'aimerais bien les remettre. Bah, tu vois, nous on s'est dit avec ma pote, on allait continuer à y aller de temps en temps, on se voit, mais du coup on fera la première session, on n'ira plus à la deuxième, et on n'ira pas à la troisième. Ah, surtout pas. En vrai, il faut peut-être y aller. Mais alors, pas mal de gens m'ont dit ça en mode enquête, vas-y. Mais flemme de. C'est de l'agression sexuelle, enfin j'en sais rien.
troisième session, c'est l'agression sexuelle, voilà. Tranquillou, quoi. On fait ça le jeudi, voilà, tranquillou. Jeudi soir. Voilà, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. De 20h à 22h. Voilà, exactement. Et c'est que des vieux qui se font. Enfin bref, non, mais moi, c'est des vieux en plus qui Ouais, c'est que des vieux, qui se font frapper là. Et puis, ils se font frapper les vieux, ils ont que ça à foutre, putain. Les vieux du 6e arrondissement, qu'est-ce qu'ils font leur soirée? Ça. Ouais, c'est ça. Ça, précisément. Moi, j'avais un petit sujet dont je voulais te parler parce que. Bon, ça va être un peu deep, mais pas tant parce qu'en vrai, je l'ai un peu. Je commence à le. Je sais pas comment dire, à le pas matérialiser, mais à le rendre avec moins d'émotion, entre guillemets. En gros, il y a quelques jours. J'ai mis un coup de pied dans le micro là. Non, il y a quelques jours, je parlais avec ma copine et je voyais que ça allait pas, etc. et tout, et on discute. Et en gros, en fait, elle me dit que c'est. Enfin, la raison pour laquelle elle va pas, c'est une somme de choses. Je vais pas parler de tout, mais notamment, il y avait le fait que, en gros, genre, on est revenu de vacances, celle dont je vous parlais dans le dernier épisode, là. Ah oui. Et donc, j'avais mis ma valise dans l'entrée parce que, bref, j'avais pas encore déballé et tout ça. Et donc là, c'était ce week-end qu'on a eu cette conversation. Et elle me dit, tu vois, genre, c'est bête, mais tu vois, ta valise là, elle est dans l'entrée et elle est pas rangée et genre, ça me saoule, tu vois. Et en même temps, ça saoule de ouf de devoir, d'être triste ou énervé à cause de ça. Et en même temps, tu sais, c'est normal. C'est important pour moi. Ouais, c'est important pour elle. Et puis, non, mais juste, on habite ensemble. Donc, en fait, tu vois, c'est juste un espace commun. Enfin, c'est normal et tout, tu vois. Et en fait, elle m'a dit ça. Et j'ai réalisé, elle m'a dit aussi d'autres trucs qui m'ont permis aussi de réaliser que j'étais depuis, je pense, je saurais pas dire, mais peut-être 3 semaines à peu près, peut-être un peu plus, rentré dans une phase, moi j'appelle phase dépressive, mais j'en sais rien, c'est pas vraiment ça le terme, je sais pas ce que c'est, mais en gros, tu vois, j'avais, tu vois, il y avait la valise dans l'entrée, genre j'avais un tas de fringues, en fait moi souvent genre à côté de mon lit t'as une montagne ouais, mais là j'avais une montagne gros, genre vraiment je marchais dessus pour accéder à mon lit, il y avait vraiment c'était un marchepied quoi. Ah mais gros, vraiment une montagne abusée, tu vois. Et voilà, qui s'entassait en fait plein de choses comme ça, couplées à aucune envie de aucune inspiration culinaire, par exemple, tu vois. Genre je rentrais chez moi, aucune envie de faire à manger, alors que d'habitude j'aime bien faire à bouffer et tout, et je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire à bouffer, machin. Là aucune envie, etc. Et du coup je me faisais des pâtes, vraiment pâtes au pesto en mode très peu d'inspi, et en fait je me suis rendu compte que ça touchait vraiment énormément de pans de ma vie. Tu vois, bon c'est bête mais je suis pas rasé, mais bon, enfin genre c'est pas que je me le rase pas tous les jours, mais je veux dire je me suis rendu compte aussi que genre physiquement je m'entretenais pas du tout depuis genre 3 semaines quoi, genre en mode je me lave tu sais genre je me lave tous les jours, tous les 2 jours, tu vois, selon les jours machin, mais au-delà de ça pas plus que ça, tu vois. Et je me suis dit putain, mais en fait c'est marrant, mais genre je me vois quasiment tous les jours dans le miroir, mais je ne sais pas à quoi je ressemble. Je sais pas si t'as déjà eu ça, tu vois, genre par exemple si je devais me dessiner, je saurais pas exactement à quoi je ressemble, alors que je me vois tous les jours dans le miroir, tous les jours au moins torse nu, tu vois, mais aucune capacité à vraiment à dire genre à quoi je ressemble, etc. Et donc en fait, en ayant cette discussion avec ma copine, il y a eu un truc de j'ai un peu genre dézoomé et pris conscience de toutes les choses que tu faisais, que je faisais, en fait, que tu faisais pas. En fait, en gros, un laisser-aller général qui était en train d'arriver, tu vois, et qui, en fait, là, clairement, impactait mon entourage. Parce qu'en vrai, ça va quand c'est que moi. Mais là, ça impactait mon entourage, et j'étais là, putain, fais chier et tout. Donc là, tu noteras que j'ai un peu rangé. Et en fait, du coup, ça, c'était genre samedi ou vendredi, je sais plus. Bref. Mais en fait, là, j'ai eu à nouveau une sorte de mini fougue de vas-y, je range, tu vois. Vas-y, je me fais à bouffer, vas-y, machin, tu vois. Ce qui m'arrive un peu. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que ces cycles-là, ils arrivent de manière assez régulière. Enfin, pas assez régulière, mais je saurais identifier à peu près quand c'était la dernière fois, tu vois. C'était, je pense, en octobre-novembre, tu vois, par là, tu vois. Et j'en ai comme ça qui pointillent. Et du coup,
ma question c'était un peu genre, est-ce que toi t'as des trucs comme ça, tu vois, et est-ce que t'as des trucs genre, enfin, tu vois, là j'ai eu un peu une petite bascule parce que ma copine a mis le doigt sur quelque chose et qui m'a permis de dézoomer. Mais est-ce que tu as des trucs pour arriver à sortir de ça? Alors après, c'est pas facile évidemment, tu vois, mais. Ouais, je pense pas que j'ai des. Est-ce que ça te parle? Mais en fait, ça me parle et pas forcément. Enfin. Pas forcément sur du coup un truc de laisser aller, mais ce que tu me dis, ça fait écho à un truc que j'ai beaucoup eu par le passé, que j'ai toujours. Mais en fait, là, en ce moment, je commence à percevoir des petites tips pour éviter. Je vais expliquer un peu plus, mais en gros, j'ai vraiment des phases parfois où je me déprécie vachement. Tu sais, je me dis, je suis nul. Ta vision de toi-même, quoi. La vision de moi-même. Je me déprécie vachement. Genre, je suis nul, je sais pas, je suis sans intérêt. Enfin, des trucs qui sont en plus un peu violents, quoi, tu vois. Mais que je me dis à moi-même. Et donc j'ai ces moments-là, et puis quand ça va mieux, je suis en mode. Tu sais, en plus, genre par exemple. Je suis un king. Non, mais par exemple, ça se voit dans mon comportement de. Je pense être quelqu'un de plutôt sociable, mais du coup, quand je suis dans ces phases-là, je suis hyper timide et je vais absolument pas vers les autres, alors que. Quand je suis dans des phases plutôt amélioratives, je vais engager la conversation avec des gens que je connais pas, je vais faire la petite blague, je sais pas, aux commerçants, enfin j'en sais rien, mais tu sais, j'engage tout le temps. Plus friendly, quoi. Ouais, voilà, je suis beaucoup plus friendly, alors que dans les moments où ça va pas, je suis vachement renfermé sur moi-même, quoi. Et en fait, c'est marrant que t'en parles maintenant, parce qu'il y a, je pense, 3 semaines, j'ai compris que avant les phrases que je me disais en mode je suis nul, je suis pas intéressant, tous ces trucs là qui étaient négatifs, je les prenais vraiment comme des vérités. Ah oui, comme des évidences, quoi. Comme des évidences. Genre, c'est vraiment la vérité. C'est ce que je pense de moi, et c'est la vérité. Ouais, voilà. Je suis lucide sur moi-même, quoi. Ouais, je suis lucide sur moi-même, exactement. Et en fait, pendant les vacances, en fait, je me suis rendu compte que ces phrases-là étaient pas normales. Tu vois, et récemment, ça m'est re-arrivé j'ai senti que je me disais je suis nul. Et là, direct, je l'ai repéré. Et je me suis dit non, c'est pas vrai. Bam, c'est genre c'est pas vrai, ça, tu vois, genre il faut que j'arrête de penser ça, c'est pas vrai. Et ça n'empêche pas que j'étais un petit peu moyen, mais en tout cas, je trouvais que ça m'empêchait vachement de hyper plonger. Ah oui. Oui, ça mettait un petit frein, un petit grain de sable dans l'engrenage. Exactement. Mais ça, je te dis ça, enfin genre, c'est pas, on va croire que je suis le mec vieux parce que t'es à l'ancienne. Je suis à 30 piges. Mais ça fait super longtemps que je me dis que j'ai ces pensées-là, et ça fait que maintenant que j'ai réussi à me rendre compte que c'était pas des vraies pensées, en fait, que c'était pas des pensées vraies. Oui. Ouais. En tout cas, qu'elles reflètent pas la vérité, mais qu'en fait c'est juste des pensées ou une période, une phase, etc. Et du coup, je saurais pas te répondre parce que j'ai pas de truc pour enrayer ça, parce que ma solution elle est hyper personnelle, parce que c'est que j'ai identifié des choses chez moi. Ouais. Peut-être que c'est des comportements où tu te dis quand je commence à avoir ces comportements, c'est-à-dire que je rentre dans un cycle et que du coup du coup là, tu vois, ça m'a permis je pense que c'est vraiment la première fois où je savais un peu que j'avais des comportements un peu parfois négligents, ou tu vois, par exemple, le fait de pas exactement savoir à quoi je ressemble par période, tu vois, je l'avais déjà repéré, mais j'avais pas réussi je l'avais pas relié en fait au reste, tu vois, ce truc de laisser aller, etc. Attention, ça veut pas dire que les 3 dernières semaines j'étais au fond du gouffre, pas du tout. Vraiment pas. Et c'est ça qui est assez bizarre, c'est que du coup, c'est pas que ça n'allait pas. Genre, j'allais bien, je vais bien, tu vois, genre, je me sens bien, etc., tu vois. Mais par contre, c'est tu vois, un laisser-aller général sur plein de choses. Je vais mettre du temps à répondre à des messages. Je vais pas renvoyer de messages. Enfin, bref. Et du coup, c'est un peu chiant. Mais en même temps, je me dis, tu vois, pour la première fois, j'ai réussi à mettre le doigt au moins sur ces comportements-là, et après je sais pas, tu vois, si ça va se traduire par
arriver à capter les signaux quand ils arrivent. Parce je pense que c'est un travail qui est super long aussi. Là j'ai capté les signaux parce qu'on m'a mis le doigt dessus aussi, tu vois. Mais c'est aussi le fait de... Enfin, vu que tu habites avec ta copine, en fait, maintenant, ces phases-là, elles n'impactent pas plus que toi. Parce qu'avant, ça impacte toi, c'est chiant, mais bon, t'es avec toi-même, tu deals avec toi-même. Là, ça a des vraies conséquences sur une autre personne que t'aimes. Et du coup, c'est chiant parce que, genre, elle est triste parce qu'il y a ça, parce que, enfin, genre, c'est pas comme avant, voilà. Non, et du coup, c'est ça qui est aussi... du coup, le fait forcément de vivre à deux, ça t'oblige sûrement, tu vois, plus à te dire, bon, il faut aussi que je me... Enfin, je sais pas, que je fasse gaffe, que je me connaisse mieux, que, tu vois, parce que maintenant, ce que je fais, ça n'engage pas plus... Enfin, et c'est stylé, hein, mais ça n'engage pas plus que moi, quoi. Ouais, mais enfin, on pourrait voir ça comme une... Mais moi, je trouve ça cool. On pourrait voir ça comme une contrainte, tu vois. Mais moi, je trouve... Je trouve pas, en fait. Oui, voilà, exactement. Moi, je le dis plutôt dans un truc positif. Ah ouais, non, mais grave. Je sais qu'elle écoutera sûrement cet épisode, donc voilà, coucou. Non, mais je veux dire, je dis pas du tout ça de manière... relou, vas-y, maintenant, faut ranger. Non, moi non plus, justement, je trouve ça super beau, en fait. Genre, je trouve ça... Enfin... moi je trouve que de toute façon l'engagement envers genre d'autres êtres humains, je trouve ça stylé. Et justement c'est de dire en fait faut que je prenne soin, faut que je me prenne soin de moi, et en prenant soin de moi je prends soin des autres aussi, quoi. Oui, mais en fait c'est ça, c'est, tu vois, des trucs genre il y avait des trucs du matériel pour le podcast par exemple qui traînaient dans le salon, je ne le voyais plus. Foncièrement, c'est-à-dire que si je me sors de l'appart, je n'aurais pas été capable de te dire que c'est là, alors que c'est évidemment là. Il y avait évidemment la valise dans l'entrée, tu vois. Mais je l'ignorais complètement. Et du coup, c'est chiant, mais c'est vrai que c'est cool que c'est cool d'avoir cette au moins cette comment dire, cette raison-là, je dirais, tu vois, genre ce côté, en fait, c'est sûr que, la période où j'ai habité un peu tout seul, quand j'habitais dans le 20e, là, il y a eu des périodes vraiment de laisser aller, mais c'était une période finalement assez courte, je suis resté que 4 mois dans cet appart, et avant ça, j'étais chez mes parents, donc... avant ça, il y avait ma daronne qui voyait des piles de fringues dans ma chambre et qui ça la rendait folle, mais logique, en fait, ça rendrait fou n'importe qui, en fait, qui vit avec moi de voir ça, tu vois. Donc je sais que j'avais déjà ces comportements-là avant, tu vois. Mais bref. En fait, ça peut être aussi un levier, un levier de genre de changement, justement de vivre avec une personne, de se dire en fait, vu que là je suis plus tout seul, faut que je fasse, tu vois, genre c'est aussi un levier pour toi pour que tu ailles mieux, quoi. Ah oui, non mais carrément. Mais du coup voilà, je pense que je vais travailler sur ça. Je vais en parler à ma psy aussi également. Parce que vous n'êtes pas mes psychologues, bien sûr, mes auditeuristes. Non, mais voilà. Non, mais super. Voilà, je trouvais ça perturbant. Enfin, pas perturbant, mais cool et en même temps, genre. Nouveau jeu. Voilà. Petit jeu pour finir l'épisode, j'ai l'impression. Petit jeu pour finir l'épisode, les amis. Ça fait quelques épisodes qu'on s'en parle, en fait, pour être tout à fait transparent avec vous. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr d'où on va. On n'est pas sûr d'où on va. En fait, il y a une fois, je crois que c'était au 2e épisode, je suis arrivé avec une idée atroce et géniale, catastrophique, qui était de faire une tier list, mais du coup un classement, des chauves. Voilà, donc j'avais France d'ailleurs. Et de Navarre, exactement. Donc j'avais pris une 20aine de personnalités chauves. Voilà. Et j'en avais fait tout un truc et je me suis dit en fait on en a pour des heures si je fais ça. Donc ce que je te propose, Marc, cette semaine, c'est peut-être, est-ce que ça sera une nouvelle rubrique, je ne sais pas, le championnat chauve 2024. Ah oui, on pourrait classer genre chaque épisode on fait un championnat, quoi. On pourra faire un championnat d'autres catégories. Cette semaine c'est le championnat chauve 2024. Alors il faudra un jingle, championnat chauve 2024. Championnat chauve 2024. Alors j'en ai pas pris 20, j'en ai pris 8 parce que c'était 8 ou 16 et 16 c'est un peu long. J'ai pris par catégorie, donc j'ai pris avec le premier chauve. Premier chauve, donc je vais vous présenter les 8 et ensuite c'est un système de tournoi, donc pour nos amis qui connaissent quart de finale, finale et le grand gagnant. Exactement, donc on va devoir départager différents concurrents
et concurrente. Voilà. Sur des critères tout à fait objectifs. Qui sont chauves. Qui sont le fait d'être chauve. Chauve, oui. Voilà, je sais même pas sur quels critères on va y aller, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc, qui sont les concurrents ? Alors, qui sont les concurrents ? À ma droite, nous avons Carlos le Poulpe. Et oui, parce que je voulais une première catégorie personnage fictif, et donc c'était évident, Carlos le Poulpe, donc que vous connaissez sûrement de Bob l'éponge. Bob l'éponge, exactement. La deuxième catégorie, présentateur télé. Qui d'autre que Vincent Lagaffe. Qui d'autre que Vincent Lagaffe, exactement. Le troisième, c'est Zinedine Zidane. Moi, voilà. Un des favoris. Un des favoris. On va pas un des favoris de ce tournoi, c'est probablement le divin chauve. Voilà, c'est Zidane, donc dans catégorie sportif, hein, bien sûr. Oui. Ensuite, catégorie youtubeur-youtubeuse, nous avons Cyrus North, le célèbre vidéaste, philosophe, bien sûr, le développement personnel à ma gauche. Le cinquième concurrent, nous avons Dwayne Johnson, The Rock, exactement, que nous avons vu évidemment. Il n'a plus rien sur le caillou. Il n'a plus rien sur le caillou depuis un bon moment. Voilà, qu'on a vu dans de nombreux films, un voyage au centre de la Terre, Jumanji 2. Voilà, ancien combattant, voilà, exactement. Donc on a ça. Alors, catégorie femme, bien sûr, de ce championnat, nous avons Britney Spears. À son prime, en 2007, quand elle s'est rasé le crâne dans les rues de Los Angeles. Et ben, je m'en souviens aussi. Je me souviens des unes, en fait, le lendemain. Ouais, je me souviens très très bien de ça. Donc, on a Britney Spears qui va pouvoir participer à ce championnat de chauve. Et enfin, le septième, c'est Pitbull dans la catégorie chanteur. Bien sûr. Pitbull, donc pour moi le plus gros baiser. Hein. Oui. Alors, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'ai l'impression que quand t'es chauve, il y a une vibe gros baiser. Bah peut-être pas, parce que sur le dernier nous avons Gandhi. Je l'expliquerai pas non plus à mon neveu celle-là. Non. Non, le dernier c'est homme politique ou femme politique, et c'est Gandhi. Donc là effectivement, gros baiser Gandhi. Voilà, donc on va les faire s'affronter les uns contre les uns, et ensuite système de quart de finale, demi-finale, finale. C'est parti. Donc le premier combat de chauve, c'est Carlos le Poulpe contre Vincent Lagaffe. Alors est-ce que toi t'as une petite préférence déjà ? Bah, en fait, c'est surtout que j'ai une non-préférence. Ok. C'est qui ? Bah, en fait, j'ai jamais trop été Bob l'éponge. Ah, putain. Aïe. Donc, et il faut avouer que Carlos est un personnage assez antipathique. C'est Bakri, en gros. Ah, c'est ok. C'est un peu le Bakri de Bob l'éponge. Franchement, c'est Bakri. Ok. Donc, il pourrait me plaire, mais en fait, j'ai jamais trop regardé Bob l'éponge. Du coup, comme ça, je partirais sur. Moi, je partirais sur un petit sur Lagaffe. Et puis, je peux comprendre. C'est quand même un personnage important dans Fort Boyard, donc. Ouais, tu m'as eu là-dessus. Effectivement, méga gaffe, parce que moi j'allais dire, bon, Carlos, moi il a une sympathie, et moi je suis pas été un grand fan de Bob l'éponge, mais voilà, j'ai regardé quand j'étais petit et je kiffais bien, et Carlos c'est un personnage emblématique, mais c'est pas non plus mon personnage préféré ever. Donc Vincent Lagaffe qui passe le tour suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un petit canevas avec un système de poules, etc. Donc là, on a la petite silhouette de Vincent Lagaffe combattant. Bien sûr, ça aurait été trop marrant que tu trouves pour chaque des personnages où ils sont en position combattant. Ah mais ouais, j'aurais dû retrouver ça. Mais oui, ça peut se trouver peut-être. Prochain combat, nous avons Zinedine Zidane, Zizou, le divin chauve, contre Cyrus North. Alors le truc c'est que j'aime beaucoup Cyrus North. Ah, j'adore Cyrus North. J'adore. Ouais. Mais il y a pas photo. Mais en fait il y a Zizou quoi. Ouais, en fait il y a Zizou et Cyrus. Je pense que Cyrus, si tu nous écoutes, il nous écoute pas. Non, il nous écoute pas. non. Si tu nous écoutes, franchement, tu serais pas tombé contre Zizou, t'allais en quart ou en demi. Voilà, exactement. Mais là, malheureusement, t'es dans le mauvais côté du tableau. Et franchement, j'ai fait au hasard. Au hasard. Ça s'est fait complètement au hasard. Donc voilà, Cyrus, désolé, tu ne passes pas ce tour-là. C'est Zidane qui passe directement au tour d'après. Enfin, il a quand même un statut de légende. De légende. Oui, mais moi je pense que Cyrus il dirait Zidane aussi, tu vois. Entre lui et voilà, je pense qu'il dirait Zidane aussi. Enfin, je le connais pas, mais quand même. Troisième combat, les amis. Troisième combat. Il y a du rythme. Hein. Ah ouais. Ah bah il faut, hein, parce que sinon on va se faire chier. Ouais. Nous avons Dwayne Johnson. Dwayne Johnson dit The Rock contre Britney Spears. Ouais. Moi j'ai envie de dire que pour l'audace,
Britney. Ouais, parce que il y a un truc, tu vois. Moi, je trouve que déjà, elle n'était pas partie pour être dans ce championnat. Non. Et elle y est. Et elle y est. Déjà, c'est un peu l'outsider. Oui, c'est ça. Le rookie. Non, mais c'est ça, c'est de ce championnat. C'est la surprise du championnat. Exactement. Tu vois, Exactement. Elle est passée par des tours de pré-qualif et elle est là et elle va faire un petit quart. Là, je pense qu'elle a sorti un gros en face de Toulon. On sait pas qui, mais elle a sorti un gros. Donc non, bravo à elle pour être arrivée déjà jusque là. Et moi, surtout. Dwayne Johnson, bon, il me fait beaucoup rire sur Instagram, il me fait beaucoup rire. Physiquement, je trouve que c'est. Moi, quoi qu'il il me fera rire. Enfin, je veux pas être en conflit avec lui en tout cas. Ouais. On va pas qu'il mette des coups de bâton, etc. Oui, voilà. Voilà. Non, Dwayne Johnson, tous nos respects, mais quand même. Bon, c'est un acteur que je trouve fun et tout, mais bon, voilà, il manque peut-être ce petit grain de sel qu'on retrouve chez Britney. Oui. Ah oui, puis t'avais suivi un peu toute cette histoire avec Britney Spears, tu sais, sur les réseaux sociaux, genre de Free Britney. T'avais suivi un petit peu ouais. Genre en mode on lui disait si t'es en sur Instagram parce que si t'es en captivité ou je sais pas trop quoi, genre mets un t-shirt jaune, ça t'approche. Exactement. Voilà, et elle le faisait, enfin c'était assez fou. Et après elle a fini par confirmer parce que du coup elle avait été entre guillemets libérée. Ouais, puis même il y a eu un procès. Qu'elle a gagné. Ouais, qu'elle a gagné soit sous tutelle ou tutelle, je sais plus. Donc elle a gagné tout ça. Sache quand même que là j'ai vu il y a pas très longtemps dans mes reels proposés sur Instagram un reel de Britney Spears qui est tout à fait angoissant, mais vraiment tout à fait angoissant, et qui est du même acabit que ce qu'elle faisait quand elle était sous tutelle. Donc vraiment ça ne va pas mieux, mais grosse force à Britney. On dansera souvent le samedi soir sur les musiques de Britney. Tout à fait. J'ai rarement sur les musiques de Dwayne Johnson. Et on va pas danser sur les films de Dwayne Johnson non plus. Donc c'est Britney qui passe. C'est Britney. Sachant que moi je me suis vraiment enjaillé, comme disent les jeunes, sur du Britney Spears là, pas plus tard que ces dernières vacances. Donc, elle m'a régalé. Oui. Quatrième et dernier combat de cette première phase. Là, c'est un sacré match. Là, c'est un sacré match. Je pensais pas qu'il oppose à ma droite Pitbull, le gros baiser, contre Gandhi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pitbull, c'est pas seulement un gros baiser, c'est aussi un chanteur de talent. Ah oui, c'est aussi un type de chien, bien sûr, mais c'est aussi un chanteur de talent à une renommée mondiale, bien sûr. Mais franchement, il a vraiment un look de gros baiser. Mais moi, j'ai envie de le faire passer, en fait. Ouais, en fait, je crois que j'aime trop Pitbull. Et à un moment, j'avais regardé, genre, tu tapes Pitbull concert, je crois, sur Google Images. Je sais plus ce qu'il fallait taper, mais je crois que c'était un truc comme ça. Et il y a quasiment aucune photo où il est pas en train de sauter sur la scène. En fait, il est toujours à 10 cm du sol, là, et avec des pantalons un peu qui mettent en valeur sa bite, hein, clairement. Voilà, désolé aux neveux, hein, bien sûr, qui nous écoutent, mais bon, voilà. Alors que Gandhi, beaucoup plus calme. Il n'y a pas de photo où ça met en valeur sa bite. En tout cas, elles ont été supprimées, a priori. Donc, déjà, ça, c'est un point négatif, on peut dire. Bon, et voilà, c'est un personnage important. Est-ce qu'il est aussi important que Pitbull? Je crois pas. En termes d'impact culturel, je veux dire. En termes de buzz, non. Non, en termes de buzz, non, clairement pas. Bon, Pitbull. Ok, Pitbull passe au tour suivant. Donc là, on est déjà on en a plus que 4. On est déjà en demi-finale. Ok. On est déjà en demi-finale. Alors là, déjà, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, quand vous êtes arrivé à ce niveau de la compétition, tout le monde est gagnant. Voilà. Et sur un match, tout est possible. De toute façon, j'ai l'impression que là, maintenant, tous les matchs sont des finales. Tous les matchs sont des finales. Sur un match, tout peut se jouer. Voilà, les compteurs sont mis à 0. Exactement. Et sur 90 minutes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Non. Donc là, on a combat, un choc de titans. Pour moi, là, c'est plus serré. C'est plus serré. C'est pas 50-50, mais c'est plus serré. Donc Vincent Lagaffe à ma droite. Contre Zinedine Zidane, le Z, le double Z. Oui. Vincent Lagaffe contre Zidane. Je pense que pour l'ensemble de son œuvre, on peut pas faire passer Vincent Lagaffe. Ce serait vraiment ouais. Parce que autant l'ensemble de son œuvre lui a permis de gagner contre Carlos, autant contre Zidane, je pense que c'est plutôt négatif. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis bon, il est culte, mais plutôt malgré lui quand même. Malgré lui, tu vois, c'est qu'il est ringard et que nous on aime parce que c'est super ringard. C'est très ringard, et en vrai, bon. Et sauf que lui, tu sais.
Enfin, lui, c'est du prom dug, quoi. Ouais. Enfin, genre, lui, il est en premier degré. Putain, j'ai vu tout à l'heure dans mes recommandations YouTube, j'ai pas cliqué, mais c'était donc le titre, c'était donc une interview de Vincent Lagaffe, et le titre c'était putain entre ça et l'interview de Patrick Sébastien il y a 2 épisodes, bref, c'était l'interview de Vincent Lagaffe et il y a marqué aujourd'hui on ne pourrait plus faire la Zoubida. Bon, et bah oui, effectivement, on ne pourrait plus faire la Zoubida. Alors que Zidane. Moi, tu sais que. En fait, Zidane. Juste la gaffe, ça me rappelle un souvenir un peu d'enfance que chez une de mes grand-mères, il y avait la cassette, le VHS du spectacle de Vincent Lagaffe. Oh là là, putain, quel régal. Ouais, une masterclass. Ah bah, une masterclass. Moi, j'aimerais bien le voir en vrai, tu vois. Genre. Non, pas le voir en vrai, mais j'aimerais bien payer 30 balles pour le voir au Zénith. Non, vas-y, on se fait un petit podcast où on réagit, react le spectacle de Vincent Lagaffe. Non, bah Zizou. Zizou, ça serait... Mais est-ce que Zizou, ça serait pas un peu le Jean-Jacques Goldman du sport? Ah ouais, non mais tu vois ce que je veux dire, personnalité oui. préférée, mais le mec qui parle très peu dans les médias. Mais en fait, oui, qui est quasiment irréprochable. Tu vois. Oui. Et même quand il fait des choses pas du tout réprochables, oui, on est quand même derrière lui. Genre le coup de boule, on est en mode ouais, t'inquiète. Okay. Alors que c'est vraiment genre ultra pas fair play, etc. Enfin, voilà, c'est un peu horrible. Mais Zidane, quoi. Zidane. Ouais. Et moi, j'ai une théorie sur Zidane. Okay. Alors attention, les footix. C'est un footballeur. Alors, ouais. Ma théorie. C'est un footballeur. Super fort au foot. Le gars est fort au foot, en fait. Bref. Non. En fait, c'est une théorie que j'ai piquée dans un podcast qui s'appelait Un café au Losset pour les 2 personnes qui auront la ref. Qui était un podcast à l'époque où j'écoutais Nouvelle École, le début du Floodcast, etc. J'écoutais un podcast qui s'appelait Un café au Losset, qui était un humoriste qui s'appelle Louis Dubourg, qui interviewait d'autres humoristes, etc. Et il parlait de foot parfois, et il avait une théorie que j'aime beaucoup, qui est que si tu sais, donc il gagne la première coupe du monde de la France en 1998 avec un doublé en finale. En 2006, il a l'occasion de faire gagner avec une tête que Buffon arrête. Avec une tête que Buffon arrête. Donc il met déjà un but extraordinaire, la Panenka, en finale de Coupe du Monde en 2006. C'est un de ses derniers matchs de sa carrière. C'est le dernier match. Déjà tout est légendaire. Tout est légendaire. Il met ce but-là qui est légendaire contre un des meilleurs gardiens du monde, etc. C'est fantastique. C'est même le meilleur gardien du monde. Voilà, tout est fou. Là. Déjà dans tout ça, tout est fou. Il manque de mettre cette tête qui ferait donc un doublé. Un deuxième doublé en finale de Coupe du Monde. Et en fait, il fait ce coup de boule qui le sort du match. Alors qu'en vrai, on allait le gagner. Tu vois. Et donc, la théorie, c'était de se dire, en fait, déjà, il a un statut de légende absolue, de demi-dieu presque du foot français. Tu vois, un mec... il y a une planète à part pour Zidane, tu vois, et c'est un mec qui est très apprécié des Français, etc. Si il avait s'il était resté et qu'il avait mis un doublé en finale de Coupe du Monde en 2006, sa vie était terminée. C'était un dieu. C'était un dieu vivant du foot. Genre, il s'est dit non, mais j'ai pas envie de devenir un dieu. Ouais. Genre, en gros, c'est pour dire, en fait, je suis un demi-dieu, je suis humain, en fait. C'est ma partie humaine. Oui, c'est ma partie humaine qui parle. Mais en même temps, c'est une partie humaine où tu te dis. Enfin, bref, on va pas rentrer dans ce débat. On va pas parler 3 quarts d'heure du coup de Zidane en 2006, mais même si ça me touche profondément. Moi aussi. Vous pouvez le voir, ça me touche, mais non, mais bon, voilà. En tout cas, c'est juste de se dire, c'est un demi-dieu. Et pour moi, il passe en finale contre Vincent Lagaffe. Voilà. Désolé, il passe en finale pour la 2e demi-finale. Là, c'est pas facile. Mais c'est un duel de chanteurs. Hein. Un duel de chanteurs, c'est vrai. Un duel de chanteurs, chanteureuses. Avec à notre gauche, du coup, Britney Spears chauve. Alors, c'est un détail important. Là, c'est Britney Spears chauve. Contre Pitbull overall. Oui, il chauffe tout le temps. Mais elle était chauve une fois. Oui, non, je vois ce que ce serait un peu fort de café. Que quelqu'un qui serait... C'est un peu de l'appropriation culturelle, on peut le dire. Oui, c'est approprié culturellement Pitbull, pour moi. Elle a peut-être voulu gratter le buzz de Pitbull. Oui, voilà. Non, voilà. Donc, pour moi, ça serait dur que Britney passe. Pour moi, elle a fait un très très beau parcours jusque-là. Elle est arrivée dans les 8. Elle est passée devant Dwayne Johnson, ce qui est pas facile. Ce qui est pas facile. Passer devant Dwayne Johnson. Déjà, il faut le contourner. Le mec est massif, c'est une armoire. Donc. Il sera un chêne. Voilà, donc pas facile. Alors que Pitbull, il y a des années de carrière, probablement des nombreuses partouzes. Enfin, plusieurs partouzes.
Donc moi, pour moi, ça serait dur de. Voilà, Je pense Pitbull peut aller en finale. Pitbull va en finale. Ouais. Pitbull va en finale. C'est parti. Pitbull va en finale. Et en finale, les amis, c'est peut-être le choc des titans, le duel au sommet. Le duel au sommet. Pitbull contre Zidane. Oui. Alors là, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, parce que c'est chacun de leur catégorie. Ah, c'est des dieux suprêmes. Ouais. Des dieux. Ouais. Non, ouais, des dieux suprêmes. On a d'un côté, ce demi-dieu qui est Zinedine Zidane. Ouais. Et de l'autre, Pitbull. Juste Pitbull. Mais est-ce qu'il est encore actif, Pitbull? Ben, je crois, je sais pas. Je veux dire, hors partouze. Quel âge il a, même, ce gars? Allez, vas-y. Quel âge il a, à ton avis? Moi, je pense qu'il a 53 ans. Ah, j'allais dire 55. Alors, attends, on va voir qui va gagner déjà ce premier concours Pitbull chanteur. Il a... Putain, il a 43 ans. Oh, mais il est jeune. Il est encore bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il a un petit peu des actus, là? Je regarde un peu son... une soirée caliente avec Ricky, Enrique et Pitbull 2023, septembre 2023. Où ça? À Paris. Okay. Non, pas à Paris. Si à Paris. Ouais, je crois que c'est à Paris. Bon, voilà. En tout cas, il y avait des soirées caliente. En gros, il est invité dans les soirées vintage rétro des années 2000. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est pas fou. Il fait des festivals. En vrai, il fait des scènes, il fait des festivals, il fait des trucs comme ça. C'est un peu ça. Non, mais en fait, il y a un truc, c'est que l'avenir de Zizou, on se dit, il peut encore faire des choses. Ouais. Alors que Pitbull peut-il revenir sur le devant de la scène? Ouais, peut-il faire des trucs nouveaux? En vérité, à l'heure d'aujourd'hui, ce sont deux légendes, deux volcans endormis. J'ai envie de te dire. Deux Vésuve. On a Zidane qui travaille toujours, mais qui est dans l'ombre. Et Zidane, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans qu'il a pas entraîné un club. Aujourd'hui, il est à la retraite en fait, pour l'instant, tant qu'il retrouve pas un club. C'est comme ça que ça marche? Ouais. Genre quand tu quittes un job, t'es à la retraite. T'es à la retraite. Ouais. Okay. Voilà, exactement. Et Pitbull, c'est. Bon. Non, mais c'est Zidane. Ouais, non, c'est Zidane. C'est Zidane. Je sais pas pourquoi on a fait tout ce concours alors qu'on savait que ce serait Zidane qui gagnait dès le début. Voilà, donc Zidane, bravo à toi. Tu gagnes le Chauve d'Or. Voilà. 2024. Donc voilà, tu pourras remettre son titre en jeu en 2025. En 2025, avec peut-être d'autres chauves qui viendront. Peut-être qu'il y aura d'autres chauves qui auront percé depuis. Voilà, qui auront percé, qui pourront prétendre à être dans les 8. Ouais. Voilà, en tout cas, le championnat chauve 2024 est fini. Voilà, il touche à sa fin avec Zidane qui remporte. Est-ce que tu veux faire une petite imitation de Zidane pour partir? Le traquenard. Alors que tu l'imites beaucoup mieux que moi. Ouais, non, non, surtout pas. T'as envie. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais, ce sera pour une prochaine fois. En 2025, maintenant. Ouais, allez, en 2025, on imite Zidane. C'est notre résolution 2025. Imiter Zidane. Non, très très bien. Écoutez. Moi, juste avant de partir, j'avais vu que de toute façon, on est ringard dans cette émission. J'avais envie de faire une dédicace. Ah, une case dédiée. Une case dédiée. Tu veux faire tourner la Skyroulette? Oui. Ok. En fait, je vais faire tourner la Skyroulette juste pour mes néo-ex-collègues qui se reconnaîtront. Donc, big up à eux. Voilà. Ok, trop cool. Comme on disait, big up à eux. Ok, trop stylé, bravo mec. Et moi je vais faire une dédicace aussi. Une case dédiée. Une dédicace à mon école primaire. Ok. L'école des Joncs Marins au Perreux-sur-Marne. Super. Voilà. Tous mes potes, tous mes frérots de l'école des Joncs Marins du Perreux-sur-Marne. Ouais. Si tu l'écoutes, tu leur dis quoi? Salut les gars, big up. Voilà, je leur dis big up. Voilà, je fais ça. Bon bref. C'est super. Gros bisous. Ouais, gros bisous. Boujou. On sait que ça a été apprécié par nos auditoristes la dernière fois. On termine sur un boujou. Et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut.